Nouvelle édition d'Information Sud Télévision. Bienvenue à tous, voici les titres. Les juridictions du commerce sont désormais mises en service. Elles vont contribuer à améliorer le climat des affaires, a expliqué ce mardi face à la presse le ministre de la Justice, Joseph Diokbenou. Les principaux piliers de la transformation numérique au Bénin, c'est le thème retenu pour le Forum de l'économie numérique, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la première édition de la Semaine du numérique. Et puis le président de la Confédération africaine de football, Ama Ahmad, s'est montré à la fois rassurant et menaçant sur l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun. Il était face à la presse ce mardi à Abidjan. Voilà pour le sommaire et merci pour l'attention. Cérémonie officielle du Forum de l'économie numérique, deuxième activité de la première édition de la Semaine du numérique. Ce forum qui rassemble les acteurs du numérique dans le cadre de la transformation digitale du Bénin a pour thème les principaux piliers de la transformation numérique au Bénin. On fait le point avec Fréjus Séoulan et Fiacre Voitan. Le Forum de l'économie numérique, deuxième acte de la première édition de la Semaine du numérique, a été lancé ce mardi 19 décembre 2017. Selon Aurélie Adam Soulé-Zoumarou, ministre de l'économie numérique et de la communication, il s'agit d'une plateforme d'échange sur les avancées, les opportunités et défis de l'économie numérique au Bénin. L'objectif est de convier les parties prenantes, aussi bien publiques que privées, à des réflexions autour des enjeux et des bénéfices de la transformation numérique dans notre pays. Cet événement offre une occasion unique d'harmonisation des stratégies afin d'impulser une transformation pérenne pour les entreprises, pour l'État et pour l'ensemble des citoyens béninois. Les principaux piliers de la transformation numérique au Bénin, tel est le thème de ce forum de l'économie numérique. Un thème qui est d'un intérêt majeur selon Aurélie Zoumarou et pour cause. Il incite à une réflexion sur les axes et leviers à considérer pour une transformation numérique effective. Ces axes et leviers sont multiples et découlent de la vision énoncée dans le document de politique sectorielle qui, pour notre pays, le Bénin, est de devenir le chef de file de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest. Et ce, pour le bénéfice de notre économie, du peuple béninois et des entreprises béninoises. La ministre de la Communication a aussi évoqué les efforts du Bénin pour faire du pays le quartier numérique de l'Afrique. Le vote de la loi portant code du numérique le 30 juin 2017, avec pour ce code 647 articles portant sur les communications électroniques, les écrits électroniques, les prestataires de services de confiance, le commerce électronique, la protection des données à caractère personnel, la cybersécurité. La seconde avancée dont je voudrais vous parler ici, c'est la transformation de l'écosystème des acteurs télécoms pour plus d'investissements et de performance dans le secteur. Nous avons également la réhabilitation de la dorsale en fibre optique Cotonou-Malanville pour une meilleure qualité de service et le renforcement de la couverture Internet 4G sur le Grand Cotonou avec une trentaine d'antennes supplémentaires pour une meilleure qualité de service. Sur le volet de la télévision numérique terrestre, nous avons mis en place la tête de réseau et certains sites relais. Le gouvernement béninois ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres projets sont prévus. Tels que le développement des contenus numériques, le développement du e-commerce et la généralisation de l'usage du numérique et des TIC par l'éducation et la formation. La dématérialisation des processus de fourniture des services de l'État contribuera grandement à la transparence et à la fluidité dans les relations de l'État avec les populations et les entreprises. Le Forum de l'économie numérique, c'est 2 jours de conférences, de panels de discussion, de démonstrations et d'expositions technologiques, mais aussi de remise de prix d'innovation TIC au profit du développement durable.
Les juridictions du commerce sont désormais mises en service. C'est ce qu'il convient de retenir de la sortie du ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, et du ministre d'État, Abdoulaye Bio-Tchane. Ces juridictions du commerce mises en service vont contribuer à améliorer le climat des affaires au Bénin et permettront au secteur privé d'avoir la garantie. Laurent Rolantoni, Kess, Fiacre Voitan. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Joseph Diogbenou, et le ministre d'État, Abdoulaye Bio-Tchane, ont procédé ce mardi à la mise en service des juridictions du commerce du Bénin, notamment le tribunal de commerce de Cotonou. Ce processus est soutenu par la Banque mondiale. Ces juridictions permettront d'améliorer le climat des affaires au Bénin. Cette action fait suite à l'adoption en 2014 par l'Assemblée nationale de la loi portant modification de la loi relative à l'organisation judiciaire qui institue les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce et promulguée par le gouvernement actuel. La cour d'appel de commerce sera installée. L'autorité en charge de la régulation des juridictions consulaires sera installée. Le décret de nomination des membres de cette autorité est également signé par le président de la République. Je voudrais appeler chacun à sa responsabilité. Chacun doit jouer son rôle, sa partition. La non-installation du tribunal de commerce pouvait contribuer à la perte de certaines opportunités par le Bénin. C'est pourquoi le garde des Sceaux se réjouit de sa mise en service et des nominations faites pour son fonctionnement. Je voudrais encourager surtout celles et ceux qui sont nommés pour assurer les premiers pas de ce tribunal de commerce. L'ensemble de la communauté attend d'eux qu'ils ne fassent pas regretter l'audace du législateur, qu'ils ne fassent pas regretter l'engagement de l'État. Une seule décision peut mettre à genoux une économie. La mise en place des juridictions de commerce marque la volonté du gouvernement béninois de respecter ses engagements, dira le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane. L'installation de cette juridiction répond aux ambitions contenues dans le programme d'action du gouvernement qui envisage que l'ensemble des programmes seraient financés par le secteur privé à hauteur de 61%, ce qui appelle des actions urgentes en direction du secteur judiciaire. L'organisation judiciaire du Bénin accordait peu de place à la justice commerciale. L'objectif du gouvernement est de faire évoluer cette situation en améliorant le règlement judiciaire des litiges commerciaux à travers un meilleur fonctionnement du dispositif institutionnel actuel, notamment une simplification des procédures et une modernisation des outils. Il s'agit donc d'offrir aux opérateurs économiques un environnement propre à promouvoir les investissements privés tant nationaux qu'étrangers à travers une plus grande confiance dans l'appareil judiciaire. Et pour concrétiser ce vœu cher au gouvernement et à la Banque mondiale, le président du tribunal de commerce de Cotonou sera installé ce mercredi. Parlons à présent d'autres activités du gouvernement. Permettre aux acteurs de la santé de faire part de leurs suggestions et contributions pour l'amélioration du projet Arche Assurance pour le renforcement du capital humain. C'est ce qui justifie la tenue du dialogue inclusif dirigé par le ministre de la Santé et son homologue des affaires sociales. Cette rencontre d'échange a eu lieu ce mardi à Cotonou. Laurent Rolantoni pour le compte rendu. Le ministre de la Santé et son collègue des Affaires sociales ont conjointement dirigé une séance d'échange avec les acteurs du secteur de la santé sur le projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain. Cette séance vise à recueillir les contributions et suggestions des acteurs de la santé en vue d'enrichir le projet et assurer son opérationnalisation cohérente et efficiente. Le projet Arche traduit la volonté du gouvernement de fournir une protection sociale à toute la population et surtout aux plus démunis de nationalité béninoise. À cet effet, il est inscrit en bonne place parmi les 45 projets phares du programme d'action 2016-2021 du gouvernement. C'est un projet qui relève statutairement du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en co-tutelle avec le ministère de la Santé. Le processus de sa formulation a démarré depuis août 2016
Il a été confié par décret pris en Conseil des ministres à un comité technique chargé de la conception et de l'élaboration du document projet. Cette rencontre, qui est la première d'une série, contribuera à améliorer le projet H, qui renforce la solidarité nationale en soulageant les couches sociales vulnérables et en réduisant la précarité. La stratégie mise en œuvre à travers le projet dénommé H, Assurance pour le renforcement du capital humain, est un paquet de 4 services, à savoir l'assurance maladie, la formation, l'accès au crédit et l'assurance retraite. En décidant d'organiser un dialogue inclusif autour de cette initiative, le gouvernement a voulu imprimer un nouveau dynamisme au processus de conception et de mise en œuvre du dispositif en y associant tous les acteurs concernés. Il s'agit là d'une approche salutaire qui vise à faire participer l'ensemble des parties prenantes à la réflexion afin de bâtir un dispositif consensuel, inclusif et cohérent, ce qui faciliterait son opérationnalisation et par conséquent l'atteinte des nobles objectifs que vise le chef de l'État en prenant cette initiative novatrice. À l'issue du processus, l'unité de coordination du projet H disposera d'un document retraçant les contributions des acteurs dont les plus pertinentes seront prises en compte pendant la phase d'enrichissement et de finalisation du document de projet. L'atelier de validation du guide méthodologique de restauration des écosystèmes des zones humides au Bénin a pris fin ce mardi. Une assise qui avait pour objectif la validation du guide méthodologique de restauration des écosystèmes des zones humides au Bénin et du plan de gestion du site Ramsar transfrontalier du chenal Baga dans le bassin du Mono entre le Bénin et le Togo. Des précisions avec Fézus Seroulan et Denis Marouya. Face à la dégradation des zones humides, l'Agence béninoise pour l'environnement, ABE, qui est l'autorité administrative de la Convention de Ramsar sur les zones humides d'importance internationale, a sollicité l'aide de l'Union internationale pour la conservation de la nature et du secrétariat de la Convention de Ramsar aux fins d'améliorer la gestion des zones humides au Bénin. Cet atelier, qui a démarré ce 18 décembre 2017 à Cotonou, vient répondre à cette requête et à 2 objectifs principaux. La validation du guide méthodologique de restauration des écosystèmes de zones humides au Bénin d'une part et d'autre part la validation du plan de gestion du site Ramsar transfrontalier du chenal Baga dans le bassin du Mono entre le Bénin et le Togo. Depuis très longtemps, les populations riveraines de Baga, chantant le site transfrontalier Bénin-Togo, entretiennent des relations de bon voisinage. Des échanges se font entre elles et même des brassages s'opèrent sur le plan du mariage, bien que chacun de son côté se réclame d'un ou de l'autre pays. La libre circulation observée à travers le cours d'eau témoigne de la bonne cohabitation. Les 2 pays ont signé un accord de coopération dans le domaine de gestion de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Fort de ces 2 relations qui lient les 2 pays, le Bénin et le Togo ont convenu, en commun accord, d'inscrire le chenal Baga comme site transfrontalier. Conformément aux recommandations de la Convention de Ramsar, il a été décidé de le doter d'un plan de gestion. Une convention adoptée à Ramsar en Iran en 1971 et ratifiée le 24 mai 2000 par le Bénin est basée sur 3 piliers. L'utilisation rationnelle des zones humides par le processus ou des actions d'aménagement national du territoire, de politiques et de législation pertinentes, de mesures de gestion et d'éducation du public. L'inscription des zones humides appropriées sur la liste des zones humides d'importance internationale, la liste de Ramsar, et l'adoption des mesures y afférentes. La coopération au niveau international tenant des zones humides transfrontalières, des systèmes de zones humides partagées, des essais partagés et des projets de développement qui pourraient toucher des zones humides. Fort du 2e pilier de cette convention, le Bénin a déjà inscrit 4 sites comme site Ramsar, dont le parc Pindiari et le complexe W. En présence des représentants togolais, les partenaires de l'Agence béninoise pour l'environnement ont salué l'engagement du Bénin à mettre en œuvre la convention de Ramsar.
Cette convention a été mise en œuvre par l'Agence béninoise de l'environnement avec satisfaction. Et j'aimerais vraiment remercier l'agence pour le travail qui a été accompli et qui nous réconforte pour, bien sûr, développer notre partenariat stratégique pour le Bénin. Nous pensons que la dynamique qui est lancée par le gouvernement du Bénin et celle également dans laquelle évolue le gouvernement du Togo va nous amener à pouvoir créer d'autres sites Ramsar dans ces deux pays au bénéfice du développement durable. Alors que le sort de l'humanité est intimement lié à la survie des zones humides, cet atelier qui vise à mettre en place des stratégies pour restaurer les zones dégradées et préserver celles restées intactes revêt une importance capitale pour la sauvegarde de ces milieux naturels. Et maintenant, l'actualité sur le continent. Le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa a succédé lundi à la tête du Congrès national africain ANC au pouvoir depuis 1994 au très contesté président Jacob Zuma avec l'immense tâche de redorer le blason du parti d'ici aux élections de 2019. Le chef nouvellement élu de l'ANC déclare être profondément honoré d'avoir été choisi pour diriger le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Écoutons Cyril Ramaphosa. De nombreux alarmistes avaient dit que cette conférence allait s'effondrer, que cette conférence ne se poursuivrait pas, et nous avons prouvé une fois de plus, peut-être pour la millionième fois dans notre existence de 105 ans, que l'ANC est capable de s'élever même au-delà de ses propres forces. Nous avons maintenant élu les 6 premiers dirigeants de l'organisation et nous sommes tous honorés, profondément honorés, d'avoir été investis de cette confiance par les délégués de notre mouvement qui assistent à la conférence qui représente près d'1 million de membres de l'ANC qui sont enracinés dans les communautés où vivent nos gens. La direction qui a été choisie est une direction d'unité. C'est une direction qui combine les différents points de vue et approches qui prévalaient dans la conférence précédant l'élection. Et nous sommes très heureux que les membres aient décidé de nous donner leur propre liste, leur propre direction des 6 premiers dirigeants. If you like, their own slate, their own leadership as the top 6. Le président de la Confédération africaine de football, Ama Hamad, s'est montré à la fois rassurant et menaçant sur l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun mardi à Abidjan, ajoutant qu'il ne reculerait pas sur l'élargissement à 24 participants. Début août, Ama Hamad avait jugé que le Cameroun n'était pas prêt, suscitant une polémique sur une éventuelle attribution de la CAN, alors que le Cameroun avait obtenu l'organisation sur un cahier de charge à 16 équipes. Le passage à 24 avait été préconisé en juillet 2017 lors d'un symposium. Voici un extrait de la déclaration de Ama Hamad. Si le pays qui l'accueille n'arrive pas à l'organiser, nous trouverons un pays qui va organiser. Les autorités du pays, jusqu'au sommet de l'État, ils nous ont toujours confirmé qu'ils seront prêts. On laisse au pays de travailler avec un cabinet privé indépendant, sans influence de qui que ce soit. C'est à eux de nous fournir les éléments qui nous permettra après de dire que le Cameroun sera prêt ou le Cameroun ne sera pas prêt, mais on ne négocie en rien. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, HCR, compte évacuer vers des pays tiers entre 5 000 et 10 000 réfugiés en situation très vulnérable en Libye, a annoncé mardi son représentant Roberto Millon dans une interview accordée à l'agence France Presse. Plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants tentant de rejoindre l'Europe à la mer. La Libye est particulièrement sous le feu des critiques depuis quelques semaines après l'indignation provoquée par des images de médias sur un marché aux esclaves. Écoutons Roberto Millon. Nous, on visite régulièrement les centres de détention officiels et on a visité cette année presque 1000 fois
ce centre de détention. Donc on sait que la situation est très difficile, il y a trop de gens là-bas, il y a aussi des situations dures que les gens doivent vivre dans ce centre. Donc quand nous on visite le centre et on trouve des personnes qui pourraient être réfugiées, on les fait sortir du centre. Donc cette année, on a déjà fait libérer à peu près 1200 personnes. Cette année, on a fait libérer déjà 1200 personnes. Et on a commencé récemment un processus d'envoyer les personnes aux pays tiers. Donc on a commencé en novembre. Donc pour le moment, on en a envoyé 100. Mais cette semaine, on va en envoyer 350. Et avant la fin de janvier, on pense arriver à 1000. Et dans l'année 2018, on va essayer d'envoyer les réfugiés vulnérables à des pays tiers entre 5 000 et 10 000, indépendant si les pays tiers, en Europe, au Canada et d'autres, ils veulent les recevoir. Pour le moment, on enregistre comme réfugiés ou comme demandeurs de la condition de réfugiés les personnes qui viennent de Syrie, Irak, Palestine, Somalie, Érythrée, et aussi les gens qui viennent du Soudan, en spécial les gens qui viennent de Darfour, et les gens qui viennent d'Éthiopie, et spécialement les gens qui sont de l'ethnie Oromo. Mais on est en train de discuter avec les autorités libyennes, parce que nous, on veut travailler avec plus de nationalités. Et avant de prendre congé de vous, à Kaboul, Abdul Jalil Goulza vante la fraîcheur et l'aération de son séchoir ancestral servant à produire des raisins secs. Mais pour valoriser le premier produit agricole d'exportation de l'Afghanistan, les producteurs sont poussés vers des méthodes plus rationnelles et certains exportateurs ont mis les grands moyens. Reportage. Un métier hérité de son père. Ce fermier afghan sèche ses raisins selon un savoir-faire ancestral, une méthode à laquelle il tient, malgré les efforts de modernisation pour valoriser ce trésor de l'Afghanistan. C'est un très bon endroit pour conserver au frais. Comme vous pouvez le voir, les raisins sont stockés ici depuis l'an dernier. L'Afghanistan fait partie des 10 premiers producteurs de raisins secs au monde. Une industrie minée par des décennies de guerre. Aujourd'hui, le pays assure à peine 3% de la production mondiale du fruit sec, contre 10% à la fin des années 70. Le gouvernement tente alors de promouvoir des méthodes plus efficaces, comme ces séchoirs plus propres, plus grands et plus rapides. Je pense que tous les fermiers devraient recevoir un de ces séchoirs. Il y a plus d'une centaine de fermes à raisins dans notre village et je suis le seul à en avoir un. Malgré ces efforts, le raisin sec afghan peine à séduire les marchés internationaux. Mais certains exportateurs mettent les grands moyens. Nos clients internationaux aiment les raisins secs afghans, mais le plus important, c'est de pouvoir traiter et empaqueter nos raisins secs selon les normes internationales. Depuis la chute du régime taliban, l'Afghanistan est devenu le plus grand producteur mondial d'opium. La culture de fruits comme le raisin sec pourrait offrir une alternative viable dans un pays dont l'économie dépend de l'agriculture. Fin de cette édition. Merci à tous. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.